Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Imo Stories, le podcast qui vous fait découvrir les entrepreneurs de l'immobilier. Je m'appelle Thomas Reynaud, je suis un des deux cofondateurs de GarantMe. Mon objectif avec Imo Stories, c'est de vous faire découvrir des parcours, des carrières. Donc j'invite des personnes qui ont des choses à nous dire sur les succès ou les échecs qu'on peut rencontrer dans l'immobilier. J'ai lancé Imo Stories en partenariat avec l'ESPI, c'est l'École supérieure des professions immobilières. Je les remercie pour leur accompagnement, le podcast ne pourrait pas exister sans eux. Aujourd'hui, un invité particulier, Charles Loiselet, qui est directeur d'agence chez Loiselet d'Aigremont, mais aussi directeur du développement. Bonjour Charles. Bonjour Thomas. Est-ce que pour commencer le podcast, tu peux nous présenter en quelques mots l'entreprise Loiselet d'Aigremont ? Alors, c'est une entreprise qui existe depuis 1904. Alors, Je crois que c'est la plus vieille entreprise que j'ai reçue sur ce plateau. Ouais. Je suis content de pouvoir être pionnière en la matière. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis 1904. C'est une entreprise familiale. J'en sais quelque chose parce que je m'appelle moi-même Loiselet, du coup. Alors, on communique plutôt sur 1951 parce que c'est Loiselet et d'Aigremont. C'est à partir de 1951 que l'entreprise s'est nommée comme ça. Si toi, t'es Loiselet, c'est qui d'Aigremont alors ? Mon grand-père s'est associé avec Monsieur d'Aigremont, la famille d'Aigremont, et donc Loiselet est devenu Loiselet et d'Aigremont. Ok, donc on comprend le nom. Et je suis content de te recevoir parce que c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui vient d'une entreprise familiale. Donc on n'a pas eu ce type de filiation encore sur Imo Stories. Tu vas nous raconter ça. Est-ce que pour qu'on se rende compte à peu près la taille de la société, tu peux nous donner 2-3 chiffres ? Alors oui, aujourd'hui on est 300 collaborateurs. On est une maison qui gère à peu près 6000 lots en gestion locative. On communique sur 1500 copropriétés et un peu plus de 105 000 clients en copropriété. Et après, on fait de la transaction, mais on le fait majoritairement sur nos clients en copropriété et en gestion locative. Je précise encore une chose, c'est qu'aujourd'hui, ça reste Loiselet et d'Aigremont, mais il n'y a plus de d'Aigremont. Mon grand-père, à l'époque, d'ailleurs, voulait que ça se renomme de nouveau le cabinet Loiselet uniquement. Mais mon père, ayant repris l'entreprise, a dit c'est comme la famille Renault, c'est comme la société Renault. Aujourd'hui, c'est une marque, on est implanté sur le marché. Et donc, ça restera Loiselet. Sur le marché, on dit beaucoup LD. LD. Bon, allez, on va parler de LD. Alors, une petite dernière précision. Vous opérez sur quelle géographie ? Alors, on a 25 sites en Île-de-France, donc principalement un maillage francilien, en allant de Poissy à Bussy-Saint-Georges et jusqu'à Chilly-Mazarin ou Orsay dans le sud de Paris, par exemple, encore Franconville. Tout le maillage parisien, évidemment, une agence à Nantes et une agence à Bordeaux. Bon, mon but, tu le sais, c'est de découvrir des parcours. Comment tu es arrivé à ces responsabilités ? On comprend un petit peu les raisons, vu que c'est ta famille. C'est ça. Mais bon, on a toujours un parcours personnel au sein d'une famille. Tu peux nous parler de ce qui t'a fait rester déjà dans ce métier ? Alors, rester, c'est un peu... parce que finalement, je viens d'y arriver. Mais moi, j'ai fait une école de commerce à la base, en me disant que ça allait m'ouvrir énormément de portes. Je pense, comme chaque petit garçon, je voulais faire comme mon père, c'est-à-dire je voulais être dans les affaires, c'est-à-dire que je voulais faire de l'entrepreneuriat, parce que moi, je ne savais pas exactement ce que faisait mon père quand j'étais plus jeune, mais je savais qu'il dirigeait l'entreprise, qu'il créait des sociétés, qu'il développait la structure familiale, et c'était ça que je voulais faire. Donc, une école de commerce, je me disant que ça pouvait m'ouvrir toutes les portes et me donner un panel de métiers à faire. Et puis, en fin d'études, je suis allé dans une entreprise qui s'est bien développée depuis, qui s'appelle Deskeo. Ça m'a beaucoup plu, mais je voulais faire un peu plus... Deskeo qui fait de l'immobilier d'entreprise. Exactement. En fait, ils ouvrent des plateaux clés en main pour des entreprises qui veulent... se développer, principalement en région parisienne. Mais maintenant, alors ils ont été rachetés par une entreprise américaine et ils se développent. J'ai eu la chance d'être à l'intérieur de cette entreprise. On est passé de 35 à 70 en 6 mois. Donc, une belle croissance, oui. Une très, très belle croissance. Moi, je les connais parce qu'on a souvent déménagé avec GarantMe et Deskeo est un des acteurs de référence sur le marché. C'est ça. Et enfin, je le dis d'ailleurs parce qu'on s'adresse aussi aux étudiants. J'ai appris par Frank Zorn, qui est le patron qui a créé Groupon France, et donc après qui a créé Deskeo. En termes de management, c'est déjà quelqu'un de brillant, mais en termes de management, il m'a appris quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on va voir je vais la faire courte, mais on va voir son manager toujours avec une solution. On peut avoir une problématique, mais on propose toujours quelque chose, même si c'est pas forcément la bonne solution, mais de dire, moi j'ai pensé à ça, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas.
Ne serait-ce que parce que si on a la bonne solution, le manager se dit c'est pas une banane, c'est un bon collaborateur. Et en plus de ça, il est proactif. Et le collaborateur qui ressort du bureau en disant on a retenu ma solution, il ressort avec un ego galvanisé. Il y a une question que j'aime bien poser, du coup, et puisque tu en parles, je vais en profiter. Est-ce que tu considères cette personne ou une autre comme un mentor qui t'a fait vouloir travailler dans le secteur de l'IMO? Alors non, ça, c'est pas un de mes mentors, mais du coup, ça me permet de revenir sur ta précédente question, à savoir que une fois que j'ai fait ça, je voulais vraiment aller dans l'immobilier. J'ai compris que ça me plaisait. Mais je voulais partir sur la partie financière. Or, moi, j'ai fait un master commerce, mais j'avais pas fait un master finance. Et donc, du coup, je suis retourné sur les bancs de l'école, à l'ESPI, justement, où j'ai fait un master en finance immobilière. Je suis content, j'ai mon premier alumni de l'ESPI C'est vrai. sur IMO Stories. Et donc, on fait que des innovations, là. Et donc, je retourne sur les bancs de l'école, je fais 1 an d'alternance à l'ESPI et je le fais dans une société qui s'appelle Perial. Et donc, je découvre ce qu'est une entreprise familiale, puisque Perial, c'est une des plus grosses sociétés de gestion de la place, en tout cas de la place parisienne, qui gère 4 SCPI. Et donc, j'ai découvert ce qu'était la finance immobilière en étant analyste puis asset au sein de cette entreprise, puisqu'après, j'ai prolongé en CDI. J'ai fait ça pendant plus de 2 ans, plus de 2 ans et demi. J'adorais ce que je faisais. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas directement allé dans la boîte de ton père? Je pense que ça va parler beaucoup à pas mal d'étudiants qui sont à l'ESPI, parce que dans l'immobilier, il y a beaucoup de boîtes familiales. Je pense que c'est très bien, pas que dans l'immobilier, mais a fortiori en immobilier. Je pense qu'il y avait une certaine pression. Je pense que si c'était une société où il y avait peut-être 10 collaborateurs, je me serais moins posé la question. J'avais une appréhension de la taille de l'entreprise, j'avais une appréhension, faut passer après quelqu'un. Je veux dire, moi, les personnes qui sont passées après moi ont toujours développé l'entreprise. Et il y avait ce côté, si j'y vais, c'est forcément pour réussir. Sinon, c'est un constat d'échec. Et il y avait aussi une question très simple, c'est est-ce que je vais aimer le métier? C'était un métier que je connaissais pas du tout. Et il y a donc, au bout de 2 ans et demi, moi, mon père a pris un peu de recul. Et il y a un nouveau monsieur qui, lui, pour le coup, est un de mes mentors, qui a pris la direction, qui s'appelle Bertrand Esposito, qui a pris la direction de Loiselet des Gremont, et qui m'a sollicité, qui m'a dit tu es dans l'immobilier, encore tu serais dans la grande consommation, dans l'automobile, oui, ou autre chose. Oui, tu n'étais pas si loin voilà, que ça. Mais tu es dans l'immobilier, tu es dans le grand monde, dans la grande famille au sens large de l'immobilier. Ça serait dommage que tu fasses autre chose. La société porte ton nom. Rejoins-nous et puis on va voir le parcours qu'on fait. Bon, et puis il a dû me prendre pour un fou, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui se seraient dit c'est acquis, c'est comme ça doit se passer comme ça, il y a un chemin qui est tracé, j'y vais. Et moi, de par mon éducation, de par comment je suis, j'ai pas été comme ça, j'ai mis 6 mois à réfléchir. J'ai discuté notamment avec pas mal de personnes, des amis, de la famille, des professionnels, et j'invite les étudiants à le faire régulièrement parce que c'est très très enrichissant. J'ai discuté aussi avec ma cousine qui travaillait déjà dans l'entreprise, qui s'appelle Charlotte Météro. Et au bout de 6 mois, je lui ai dit très bien, on y va. Mais par contre, comme n'importe quel collaborateur, qu'est-ce qu'on fait? C'était quoi tes doutes? Tu nous as parlé de la peur de l'échec ou de l'obligation de réussir. C'est ça. Je considère qu'en étant fils d'eux, c'est ce qui fait pour moi la différence entre fils 2 et fils A. En étant fils 2, on doit être encore meilleur que celui qui ne l'est pas. Et donc, on présente souvent notre entreprise sur notre marché comme une maison d'excellence. Si les collaborateurs sont excellents, moi, je me devais d'être encore meilleur. Ou en tout cas, de viser ce chemin-là. Donc, il y avait cette pression-là. Et puis, tout simplement de savoir si le métier me plaisait, puisque je le connaissais assez peu. Et puis au bout de 6 mois, je lui ai dit ok, on y va, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, qu'est-ce qui t'a convaincu justement à l'inverse? Alors il m'a dit on y va pour la gestion locative. Alors moi, ça me parlait peut-être un peu plus que la copropriété. Et puis donc j'ai dit très bien, on voit. Et puis il m'a dit tu grandiras dans l'entreprise en fonction de tes résultats et nous des besoins qu'on a. Donc moi je quitte mon entreprise et 1 mois avant de commencer, il m'appelle et il me dit finalement, ça ne va pas être possible pour différentes raisons. Tu vas ouvrir une agence en copropriété. Et alors là, les bras m'en tombaient parce que je lui ai dit mais est-ce que tu es au courant que je n'y connais rien? Je n'ai jamais été dans une assemblée générale de ma vie. Il m'a dit non, mais tu vas apprendre avec ce qui sera mon second mentor, avec un monsieur qui s'appelle Bernard Maubert, qui a été dirigeant de la gérance de Passy,
qui a été une des plus grandes sociétés de gestion en Île-de-France, qui s'est fait racheter par un groupe il y a une dizaine d'années maintenant. Pour faire simple, cette société, elle gérait un immeuble sur 3 dans le 16e. Et il l'a géré pendant une dizaine d'années. Donc ça a été un très grand monsieur qui connaît très bien le métier, qui connaissait le fait de diriger une entreprise et qui, depuis 3-4 ans, je crois, était arrivé chez Loisy d'Aigremont et dirigeait une de nos agences. Et on lui a proposé, du coup, pendant 1 an, de lancer cette agence avec moi et me donner les clés du métier. Lui quittait le monde du travail dans 1 an. Alors, c'est quoi la logique à ce moment-là pour Loiselet d'Aigremont d'ouvrir une nouvelle agence ? Alors, nous, notre politique maison, et ce qu'on considère d'ailleurs du métier, c'est que c'est un métier où on doit être proche de ses clients, tant dans la relation que la présence physique. Et donc, quand on a un certain nombre de copropriétés dans une zone, on décide d'ouvrir une agence. Alors, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que historiquement, l'ensemble de la famille Loiselet, on habitait tous Clamart, et maintenant je dirais la quasi-totalité a quitté Clamart et plus personne n'habite à Clamart, moi j'ai ouvert l'agence clamartoise parce que c'est un retour aux sources. Voilà, c'est les secrets de l'histoire. Mais c'est vrai que pendant la première année, je pense que pour les étudiants c'est primordial, on y reviendra peut-être tout à l'heure, d'avoir un mentor, d'écouter, de bien s'entendre avec, parce que moi j'ai une relation presque filiale avec ces 2 mentors-là. D'apprendre, ça ne veut pas dire faire bêtement ce qu'on nous dit, mais d'essayer de le comprendre, l'intellectualiser, prendre ce qu'il y a à bon à prendre, et puis après dire peut-être que cette chose-là, on peut la faire évoluer dans un sens ou dans l'autre. Parfois on mange des murs, on s'en mord les doigts, on dit comme disait Chacha Guitry, mon père avait raison, c'est un peu pareil. Après, je ne cache pas que pendant 8 mois, 1 an, ça a été un tunnel, et quand on apprend quelque chose... Après, si on a envie, et que moi j'avais faim... Ça s'est passé comment pour toi, pour te faire accepter par des équipes qui ont parfois plus d'expérience, en tout cas plus d'années de métier ? Comment tu t'es fait accepter ? Comment tu as réussi à t'immiscer dans l'univers ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en montrant qu'on a envie, ne pas se prendre pour un chef haillon et dire je suis le fils d'eux et je me positionne comme tel et c'est comme ça et je suis là parce que ça m'est dû. Je pense que j'ai eu une position à l'opposé de ça et je pense que ça a été apprécié. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai été bercé, notamment par mon père, à dire qu'on est une entreprise familiale et que le cœur de l'entreprise, c'est les collaborateurs. Depuis que je suis tout petit avec ma sœur, on nous dit fais en sorte que tes collaborateurs soient heureux parce qu'ils prendront soin de ton entreprise. Donc, partant de ce principe-là, moi, ça a été de m'insérer au sein même de ma famille, je dirais, de ma famille même professionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que chez nous, on ne parle pas de société, on dit la maison Loisy d'Aigremont, à bien des égards. Et puis après, donc ça a été par les résultats déjà, parce que mon agence se développe très bien. Et puis après, moi, je suis parti. Au début, j'étais tout seul dans un petit bureau, et puis j'ai fait grandir mes équipes. Et puis après, c'est, je dirais, comme n'importe quel entrepreneur, on monte son service, sa société, et puis ça se développe tranquillement. Pour que tu nous donnes un peu quelques normes, c'est quoi le succès d'un cabinet de syndic ? Ça se mesure comment ? Après, comme n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire au chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, il se développe avec un portefeuille en gestion plus ou moins important. Moi, je suis parti, j'avais une dizaine d'immeubles, 300 lots. Ce qu'on appelle les lots principaux, c'est les appartements, généralement, les appartements ou les commerces. Donc, j'avais une dizaine d'immeubles d'une trentaine d'appartements. Et aujourd'hui, on a passé 2500 lots et on est une 40aine d'immeubles. Donc, ça a bien grossi en 3 ans. C'est une belle activité. Oui, c'est bien. Un bon boom. C'est ça. Tu as parlé des collaborateurs. Ouais. Ce que j'aime bien demander aussi, parce qu'on s'adresse à des gens qui se projettent sur une carrière dans l'immobilier, c'est le type de profil que vous attirez dans votre maison. Et ensuite, une fois qu'ils sont là, comment vous les faites évoluer ? C'est quoi les métiers et les passerelles qu'il peut y avoir entre les différents métiers ? Alors, chez nous, il y a de tout, mais un peu comme partout. Mais c'est surtout des profils expérimentés, en tout cas qui connaissent bien le métier. Alors on peut avoir, il y a quand même on a une classe pluriance, c'est-à-dire une classe sur nos métiers au sein de l'ESPI qui est dédiée avec Foncia, Sergic, Citia. On a créé une classe dédiée
au métier de l'administration de biens. Donc, on recrute des alternants au sein de notre entreprise pour les former, les développer et puis après, pourquoi pas les faire poursuivre. Après, il y a beaucoup de gens qui ont déjà une expérience dans nos métiers, dans les métiers de l'administration de biens, que ce soit en gestion locative ou en copropriété. Et puis après, il y en a beaucoup qui ont des très très belles carrières parce que quand on est sur des métiers où si on est fidèle, on est bon, eh bien en fait on peut faire des très très belles carrières, soit juste en changeant d'agence, soit en changeant de poste au sein d'une même agence. J'en veux pour preuve aujourd'hui notre directeur général et DRH qui combine ce poste-là, c'est une personne qui a 30 ans de maison. Et notre président directeur général, dont je parlais, qui était mon mentor tout à l'heure, Bertrand Esposito, c'est une personne qui a 30 ans de maison aussi. Mais toi aussi, t'es lancé pour faire 30 ans de maison, là, non? Il y a des chances, oui. Ça m'intéresse ce que tu dis sur Pluriance et la classe. On voit pas ça souvent dans tous les secteurs. Tu peux en dire plus? C'est quoi cette alliance d'entreprise et comment elle opère? Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, on est sur des métiers qui sont où on a besoin de force vive. On en parlait un peu avant l'émission. Il y a beaucoup de gens qui viennent au micro te parler de transactions. Oui. Je suis sur un secteur d'activité qui est finalement assez peu connu, que ce soit gestion locative ou la copropriété, qui est très décrié, mais même paradoxalement très peu connu. C'est un paradoxe qui est assez intéressant. Il y a peu de métiers comme ça qui sont peu connus et en même temps tiraillés en France. Et dans ce cadre-là, le fait que ce soit un métier qui soit peu connu et en même temps décrié, les personnes ne veulent pas forcément le faire. Quand ils diplôment, tu veux dire, quand ils vont chercher leur Quand ils vont chercher un diplôme, quand on forme, je donne un exemple, je discutais avec un promoteur, il me dit mais c'est essentiel que les jeunes connaissent la matière copropriété pour faire mon métier. Mhm. Je donne un exemple, le règlement de copropriété, pour un promoteur, c'est essentiel. Un marchand de biens, de savoir combien il y a de lots dans une copropriété, c'est essentiel. Est-ce que ma voix en tant que marchand de biens sur le lot que j'achète pour faire mon opération, est-ce que si j'ai des gros travaux à faire qui doivent passer par l'Assemblée générale, est-ce que je représente 10% de la copropriété, 20%, ou est-ce que je représente 2%? C'est complètement différent, mais c'est un exemple parmi tant J'aurais d'autres. pas la même liberté, c'est sûr, en fonction du poids. Et donc ça, oui, c'est les métiers qui sont inconnus, c'est les métiers auxquels l'ESPI forme, j'imagine. Exactement, Mais aujourd'hui, en même oui. temps, il y a tellement de postes, de rôles, de jobs dans l'immobilier que les écoles immobilières se fissent pas à former tout le monde. Non, et il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre métier, qui le disent, qui disent, moi je suis tombé dans ces métiers, des métiers, ce qu'on appelle les métiers de gestion, complètement par hasard. Et souvent, ils y restent par passion. Par passion, parce que on sait le sens qu'a notre métier, qui est bien souvent d'aider les gens, parce que la plupart du temps, les gens, quand ils appellent, c'est parce qu'ils ont une problématique, et donc c'est de les aider. Et donc, ça peut permettre de faire un lien avec un sujet qui est très intéressant pour les étudiants aujourd'hui, c'est je veux faire un métier qui a du sens. Et aujourd'hui, notre métier, il a vraiment du sens. Il a vraiment du sens parce qu'on s'occupe des immeubles, on s'occupe des gens, il y a beaucoup de social. Et aussi, à l'heure de la rénovation énergétique, eh bien, ça a du sens aussi pour la planète. Et c'est ça que vous faites du coup avec Pluriance, c'est d'éveiller des jeunes alternants à des métiers de gestion locative ou de syndic? À les éveiller, à les former, soit pour qu'ils le fassent après, ces métiers-là, pour qu'ils les pratiquent, soit tout simplement pour que quand ils vont faire un autre métier dans l'immobilier, eh bien, ils aient cette connaissance-là qui va les aider à être meilleurs. Tu parlais du fait que les métiers de gestion locative étaient décriés et en même temps peu connus. Ouais. C'est quoi la cause d'après toi? Est-ce que c'est le fait que c'est méconnu qui fait que c'est décrié ou il y a d'autres causes? Je pense que c'est un... On ne peut pas remettre tout sur la partie extérieure. Je pense que là, c'est du 50-50 entre le professionnel qui doit plus... non pas être transparent, parce que nous, on est très transparent sur notre activité, en tout cas chez Loiset d'Aigremont. Donc c'est pour ça qu'on évite de parler de transparence, parce que c'est inclus dans notre métier. Mais plus sur la façon de prendre le temps d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et l'autre partie, c'est... moi, je pense que c'est essentiellement une notion de temps et de découverte des gens. C'est assez paradoxal parce que y a le bien, c'est-à-dire l'appartement, c'est le bien le plus précieux des personnes. Ah oui, c'est l'investissement d'une vie. C'est l'investissement d'une vie. Donc, on devrait s'y intéresser autant qu'on s'intéresse à sa voiture, autant qu'on... Et paradoxalement, quand on va en Assemblée Générale, qui est le cœur de là où on vit, en fait, enfin
de pilotage de l'immeuble dans lequel on a notre appartement, dans lequel on vit, où on a fait un investissement, il y a assez peu de personnes qui participent. Alors que ça devrait être... Je suis fautif. J'ai fait 3 investissements locatifs et dès que je reçois les convocations d'assemblée générale, je les mets de côté. Il y a plein de façons de voter aujourd'hui et de participer. C'est vrai. Alors, ils font tous les efforts pour que je vote, mais je suis fautif. Mais ça me fait penser à quelque chose à une expérience que j'ai eue, ce que tu racontes. Je me déplace souvent en agence chez des clients de Garant.me. Un jour, j'entre, le directeur est tout bougon. Je lui dis, alors ça va pas. Moi, j'ai perdu 3 mandats là. 3 mandats de gestion locative. Oui. Je lui dis, ah mince, vous avez fait des bêtises. Et il me dit, bah non, en fait, on les a jamais tenus au courant de ce qu'on fait. Ouais, Et donc, les propriétaires se sont retirés en disant, bon, puisque c'est si simple, je peux le faire moi-même. Alors qu'en réalité, sur les lots en gestion dont on parlait, beaucoup de problématiques résolues avec les locataires, des retards de paiement résolus, des problématiques dans les appartements résolus, dont les propriétaires n'étaient pas au courant. Et en fait, du coup, de mon point de vue, quand je parle avec nos clients, j'ai l'impression qu'une des faiblesses de ce secteur, c'est la capacité à transmettre les informations sur tous les événements qui peuvent se produire sur un immeuble qui sont tellement variés. Je suis assez d'accord avec ça et je pense que tu parlais des problèmes de paiement qui ont été résolus, etc. Il y a une grosse partie sur nos métiers qui est, je dirais administratif, mais vraiment comptable. Et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas et ça n'a pas d'odeur. Et tant que ça va bien, personne ne le remarque. Mais c'est plus de 50% de nos métiers. Et cette chose-là, on devrait plus le mettre en avant. C'est pas ce qu'il y a forcément plus sexy, mais souvent on dit « Ah bah tiens, mon gestionnaire locatif, il n'a pas donné les clés à temps, etc. » Ou j'ai pas eu cette information, il fait rien. Oui, mais tous les quitancements, etc., qui sont faits en temps et en heure, qui permettent que les loyers sont prélevés et que j'ai ma rémunération sur mon investissement locatif, comme toi tu as pu le faire, ou tout simplement les charges, elles sont prélevées correctement, la santé financière de l'immeuble, elle est bonne, et puis les résolutions sont appliquées, les travaux sont votés, l'immeuble il est sain. Tout ça, il y a une grosse partie comptable qui est très très importante et qu'en fait on ne voit pas. Oui, clairement, oui. Justement, ça nous mène à un sujet. On a vu là sur les 10 dernières années, beaucoup de boîtes se lancer, soit en concurrence des agences immobilières, en se disant agence 2.0, alors agence de syndic ou agence de transac ou agence de gestion locative 2.0. Parfois ils disent 3.0, on ne sait pas comment on est passé du 2 au 3. Mais aussi d'autres types d'entreprises qui, eux, sont venus dire, moi je veux augmenter l'agence immobilière ou aider l'agence immobilière à faire son métier différemment, autrement, mieux, plus rapidement. C'est quoi ta vision de tout ce bourgeonnement d'innovation ? Alors ma vision, elle est multiple. Je pense que déjà, le fait qu'il y ait des sociétés qui seraient sur ces secteurs-là, c'est bien pour la richesse de ce métier et de cette activité. Déjà pour faire bouger les choses, pour que les professionnels se remettent en cause, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, parce qu'il y a potentiellement des nouvelles idées. Mais à ça, tout de suite, j'oppose le fait de dire on peut inventer plein de choses, mais il y a une réglementation qui est très importante, parfois trop lourde, et qui bloque les professionnels. Ce n'est pas par manque d'innovation ou de manque d'envie ou de temps, mais juste parce que la loi est déjà très lourde. Donc, on peut dire réinventer, il y en a qui arrivent, il y en a beaucoup qui échouent, parce que je considère qu'il ne faut pas dire « Ah bah avant, ils étaient bêtes, et maintenant, nous, on est plus intelligents », mais plus « Bon, vous avez réussi à faire de très bonnes choses, comment nous, aujourd'hui, avec peut-être en se spécialisant sur une petite partie de votre métier, ou en s'ajoutant à ce que vous faites déjà, on va pouvoir vous aider ». Et pour moi, il y a 2 piliers très importants qui rejoignent les difficultés dont on a parlé avant. C'est comment je peux faire gagner plus de marge à l'administrateur et comment je peux lui faire gagner du temps. Je dis ça parce que, historiquement, le métier de syndic, il est décrié, mais les gens disent « Ah, je paye trop cher mon syndic ». Mais il y a très peu de marge, en fait. Il y a beaucoup d'administrateurs sur la place, même les plus gros, qui disent « Moi, je gagne quasiment pas d'argent ». Voire opérationnels, certains même disent d'en perdre sur le métier d'administration, de syndic. Ils en gagnent juste parce qu'il y a quelques transactions. Ils font, en fait, historiquement, c'est un apporteur d'affaires pour la transaction et la gestion locative. Moi, mon point, c'est de dire, toutes ces innovations qui existent et qui vont se lancer, venez nous aider à faire plus de marge sur le métier de syndic et à nous faire gagner du temps
pour pouvoir mieux servir nos clients, pour qu'on ait un métier plus simple et à mieux servir nos clients. Pour que, non pas que le syndic ne soit pas un apporteur d'affaires pour la gestion locative et la transac, parce que ça doit le rester, Un business rentable en tant que tel. mais quoi. qu'en tant que tel, ce soit un business rentable et que du coup, puisque c'est un business rentable, on le fait pas pour gagner pour gagner des clients, c'est-à-dire une base de clients, mais pour gagner notre vie avec le métier de syndic et donc du coup encore mieux servir nos clients. Alors nous, on est un peu paradoxal parce qu'on s'est concentré là-dessus et on gagne de l'argent en copropriété. Mais Parce que vous avez atteint une masse critique aussi que tous les cabinets n'ont pas. Oui, alors c'est aussi parce que nous, on est spécialisé sur les gros immeubles. Et donc, ça nous permet de faire des économies d'échelle sur certains aspects. Mais c'est aussi parce que du coup, on a produit nos outils en interne. Et tout ce qui pouvait être externalisé, on l'a externalisé. Les valeurs ajoutées et les expertises métiers qu'on avait, on les a centralisées, ce qui nous permet de faire certaines marges sur certains postes et du coup de valoriser notre produit. Vous avez créé des outils en interne, tu dis. Oui. Ça vient en concurrence du coup avec toutes ces boîtes là qui bourgeonnent et qui proposent. Pas toutes. Pas toutes, avec certaines. Heureusement pas toutes. Avec certaines. Comment vous voyez l'innovation? Qu'est-ce qui doit être fait en interne? Qu'est-ce qui doit se faire via des partenariats? Déjà, il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'il y a des gens, ils inventent des solutions qui sont, parce qu'ils ont du temps, qui sont très développées tout de suite. Et nous, il faudrait beaucoup d'argent ou beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Alors, autant les intégrer plutôt que les développer. Et puis après, il y a des solutions aussi qu'on a créées nous. On a créé des structures parce qu'elles ont répondu à une problématique que l'Oiselay d'Aigremont avait. Et que si nous, on avait cette problématique, eh bien du coup, les autres confrères l'avaient aussi. Et donc, du coup, nos confrères sont devenus nos clients. Ok, donc vous avez fait ce qu'on appelle de l'essaimage. C'est des boîtes qu'on peut appeler des startups ou c'est des modèles économiques? Non, mais complètement, c'est ça. Après, le terme startup, pour moi, c'est surtout au début. Après, ça reste, ça reste une structure. Après, on peut appeler ça startup ou pas. Mais aujourd'hui, c'est des structures qui marchent très bien et qui permettent notamment au métier de bien se développer. Je pense par exemple, mais c'est des choses toutes bêtes. Par exemple, on a créé le syndic 24/7. C'est-à-dire, il y a de moins en moins de gardiens dans les immeubles. Aujourd'hui, les gens, à 2h du matin, le gestionnaire, il dort. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir rapidement quand il y a une urgence sur un immeuble. Ça, on l'a créé. Et ça, du coup, on l'a vendu aux confrères. Ou la gestion de la paie des gardiens. Ok, ouais, Voilà. des choses très pratiques liées au métier, qui sont un peu des produits de niche, mais que vous allez pouvoir distribuer à vos confrères. Et je pense que pour répondre in fine à ta question de savoir comment les boîtes doivent se créer sur ce milieu-là, j'ai pas moi la prétention de dire comment elles doivent avoir des idées, mais je pense qu'elles doivent se renseigner un maximum sur justement les gens qui pratiquent ce métier depuis longtemps et leur dire tiens, moi j'ai telle problématique, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Tiens, vous avez pensé à ça? Ouais, mais moi dans mon métier, l'idée n'est pas mauvaise, mais dans mon métier, moi je sais qu'en pratique, je vais pas l'utiliser ou pas comme ça. Et donc comme ça permet d'étayer et peut-être sur certaines d'aller plus rapidement répondre à un besoin des entreprises sur mon métier. Si on en vient à l'état du marché actuellement, comment tu perçois l'actualité des 18 derniers mois? Et puis, est-ce que tu as des espoirs sur des choses qui bougent dans l'actualité des prochains mois? Les actualités qu'on a sur nos métiers, nous, ça va être tout ce qui est autour de la rénovation énergétique. Parce que pour louer son logement, j'ai potentiellement des travaux à faire. Pour valoriser ma copropriété, on a des grosses travaux de rénovation, il faut potentiellement aller chercher des aides. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et à côté de ça, dans le même temps, il y a la guerre, toute l'actualité géopolitique qu'on constate aujourd'hui, qu'on déplore, mais qui ont un impact notamment sur le prix de l'énergie. Alors à côté de ça, du coup, ce qui fait que les gens ont peut-être plus de mal à payer leurs charges. Quand on fait un investissement, mon investissement il est plus aussi rentable que ce qui était prévu, puisque il y a le coût du gaz qui a explosé, il y a tout le coût des matières premières quand il y a des travaux à faire qui a explosé, etc. Donc il y a toute cette partie-là, et à côté de ça, il y a toute la problématique autour du gouvernement, puisque c'est eux qui font les lois, et on a besoin que les lois, elles évoluent. Et je le dis et je le répète, et je pense qu'il y a beaucoup de mes confrères qui vont me suivre,
elles ont besoin d'évoluer, mais en simplification. Ça fait des années que sur nos métiers, on parle de la loi Hoguet beaucoup pour la gestion locative, on parle de la loi de 65 pour la copropriété. Tout ça s'entremêlant. Il y a d'autres lois en matière pour la transaction. Mais tout ça s'entremêle et est lié pour les 3 secteurs d'activité. Elles ont besoin d'être améliorées, mais surtout simplifiées. Simplifiées pour le professionnel qui la pratique et aussi surtout pour le client, pour le résident, pour le copropriétaire, pour le bailleur. Voilà. Ça cause quoi cette complexité au-delà de... Pour un professionnel, on comprend que ça va lui faire perdre du temps et donc réduire ses marges. Concrètement, c'est ça souvent. Nous, on en souffre aussi dans un secteur très réglementé comme l'assurance. Ça a aussi certains bénéfices. Pour un particulier, cette complexité, elle a quel impact concrètement ? Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, c'est très facile de voter pour une assemblée générale. Il y a 4 moyens. Longtemps, ça a été réclamé, la dématérialisation. Aujourd'hui, on peut voter en dématérialisé si on n'est pas sur place, on ne peut pas venir à l'Assemblée générale. Paradoxalement, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas, mais qui peuvent contester les décisions de l'Assemblée générale. Nous, ça nous semble paradoxal. Dans le même sens, il y a beaucoup de décisions qui se votent à certaines majorités. Et nous, on voudrait que ce soit que des majorités simples, c'est-à-dire la majorité des présents et représentés, c'est-à-dire ceux qui votent. Ça responsabiliserait un peu comme le président, finalement. Oui. Ça responsabiliserait davantage tous les copropriétaires de réellement voter. Là, je me mettrais peut-être à voter, du coup. Tu as peut-être raison. Mais je donne un dernier exemple. La convocation d'Assemblée générale, elle doit être envoyée 3 semaines avant l'AG. Aujourd'hui, notamment avec la dématérialisation, nous, on voudrait revenir à 2 semaines. Pourquoi ? Parce que, à 2 semaines, ça donne la possibilité quand même aux copropriétaires de voter et d'avoir l'information de son assemblée générale, de s'y préparer ou de se rendre disponible. Mais aussi en même temps, ça donne un délai supplémentaire pour ajouter des décisions à l'assemblée générale et mieux la préparer. Bon, c'est des pistes de simplification qui sont intéressantes. Et on va finir le podcast sur ma question préférée, c'est celle des étudiants de l'ESPI. Si tu devais parler là, à un jeune qui veut se lancer dans un métier de l'immobilier, ce serait quoi le petit secret pour réussir ou un peu plus modestement, au moins un conseil que tu donnerais ? Je dirais essayer de rencontrer, avec le réseau qu'on a, un maximum de personnes, leur poser beaucoup de questions et essayer de prendre les choses positives comme négatives dans le sens, tiens, ça c'est positif, je lui pique et j'essaye de l'appliquer. Quand t'as pas de réseau, tu fais comment ? Il y a plus de gens qui n'ont pas de réseau que des gens qui ont un réseau très riche, quoi. Alors, je crois que c'est Churchill qui disait plus je travaille, plus j'ai de la chance. Si on bosse dur et qu'on montre qu'on a faim, etc., on peut, je pense, quand même se provoquer. Il y a des tas de gens, moi j'en fais partie, t'en fais partie, notamment en faisant un podcast, à ouvrir la porte et à dire « je suis ouvert à vous parler ». C'est vrai que tu es un bon exemple parce que je t'ai écrit sur LinkedIn, tu m'as gentiment répondu. Oui. Ou tu m'as écrit, je ne sais même plus qui a écrit à qui. Mais en tout cas, mais c'est pas grave, mais je pense que et notamment les profs à l'ESPI, ils ont beaucoup de réseaux. Pour peu qu'on ait envie d'aller discuter avec eux, eh bien, il y a un réseau formidable qui s'ouvre. Et il y avait justement quelqu'un à l'ESPI qui s'appelle Youssef Saker qui disait « Les profs vous en donneront assez juste pour vous intéresser, mais assez peu pour vous continuer de creuser, pour vous donner envie de creuser. » Et je trouvais que cette phrase a été très symbolique dans le sens où, tiens, il y a des profs qui sont des professionnels qui viennent nous donner. Mais moi, je le faisais régulièrement, mais je sais que je ne suis pas le seul. J'allais leur parler à la fin, je prenais leur contact. Et après, récemment, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Pascal Chazal. Ça permettra peut-être que tu l'invites, qui est un des pontes de la construction modulaire en France. Et je l'ai revu dans un salon immobilier à Cannes, au MIPIM. Il s'est souvenu de moi, on a discuté. Je trouve que ce qu'il fait est passionnant. Et je prends du positif et des idées de ces gens et de leur façon de travailler et du secteur sur lequel ils pratiquent. Et après, au-delà de ça, il y avait une phrase, je ne sais plus, j'avais lu ça, c'était « Si tu travailles dur et que tu as du réseau, tu iras très très loin ». Donc, il faut essayer de cultiver ces 2 trucs-là. Merci pour tes conseils. On arrive à la fin de cet épisode d'Imo Stories. J'espère que vous avez apprécié la conversation avec Charles autant que moi. Merci pour le partage de ton parcours et puis aussi tes précieux conseils. Si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à le partager autour de vous. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc garantme.fr dans la section podcast, mais aussi sur Spotify, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Je remercie encore l'ESPI de nous soutenir dans la programmation d'Imo Stories et je vous dis à bientôt.